les organisateurs. Je remercie Prof. Jean-Bernard, ici présent, pour l'invitation avec Prof. Kalama et puis l'équipe de Londres. Et je remercie également tout le monde d'être là. Enthousiaste, je sais que ce type d'échange est important, à la fois pour les personnes en formation, mais également pour les personnes qui sont déjà dans la pratique professionnelle. Alors, je voudrais peut-être, Adena, si vous pouvez me dire à un certain moment soit de réduire le débit, soit de m'arrêter un peu pour permettre la traduction. Alors, je vais commencer tout de suite par introduire le... Excusez-moi, il faudrait que vous parliez plus près du micro pour que les interprètes puissent vous entendre. C'est là. Alors, ouais, c'est un micro d'ordinateur, donc je vais essayer de parler juste un peu plus fort. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, merci. Je crois que ça va. Voilà. D'accord. Non, ça va être comme ça. Donc, je disais que je vais commencer pour le coup par ce projet donc, qui s'appelle le Mémorial improbable. Il s'agit donc d'un projet fondamentalement d'installation visuelle, mais un projet dont je dirais la réflexion a commencé par le fait de poser qu'il est quasiment impossible dans le contexte de pays ayant été colonisés d'envisager la question de l'exploitation d'une manière, comment dire, d'une manière à construire un récit social en opposition, c'est-à-dire de construire la société en opposition à la question de l'exploitation qui est à la base justement de la construction à la fois des colonies, mais également au maintien finalement des espaces tels qu'ils sont constitués ou structurés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine page, s'il vous plaît, de portfolio? Voilà. Alors, le Mémorial improbable est un projet finalement d'espace. Il s'agit d'un espace qui est censé être plutôt physique et qui a été pensé en fonction de ce qu'on a appelé les zones neutres durant l'urbanisation coloniale, en tout cas les projets urbanistiques d'administration coloniale. Les zones neutres étaient des espaces donc, qui devaient séparer les quartiers blancs ou les quartiers dans l'espace où vivaient les Européens des quartiers où vivaient les Africains. Alors, il y avait beaucoup de considérations autour de ces zones neutres. La plus importante était une considération plutôt sanitaire, entre guillemets, ou hygiénique, entre guillemets, encore une fois, et cela a été calculé sur le vol du moustique pour la distance et sur l'étouffement des bruits supposés des quartiers africains pour la garniture en végétation. Et donc, les zones neutres sont concrètement, je dirais, des configurations urbanistiques d'apartheid qui se sont développées pratiquement dans toutes les villes au Congo à l'époque coloniale et qui se sont développées même dans d'autres villes africaines. Donc, ça n'est pas forcément une spécialité de la colonisation congolaise. Il se trouve que ces zones neutres au Congo ont été investies différemment selon une ville à une autre. C'est-à-dire que dans une ville comme
Lubumbashi, par exemple, les zones neutres sont... La zone neutre est principalement investie par la population, enfin par des constructions surtout anarchiques. À Kinshasa, une bonne partie de la zone neutre a plutôt été investie par l'État dans ces grands projets d'infrastructures institutionnelles, notamment c'est le cas du Stade des Martyrs, du palais du Peuple, les nouveaux musées même. Et la question était pour moi de revisiter ces espaces pour les intégrer dans un récit plutôt de composition, je dirais, de composition et de rencontre entre les personnes qui vivent justement dans ces quartiers mis de côté, ou en tout cas mis en marge de ce qui se construisait l'espace, et les personnes qui étaient intégrées au projet politique. Et donc, le mémorial improbable est donc pensé physiquement. Cependant, voilà, là, ce que vous pouvez voir, c'est plus ou moins la maquette de ce mémorial. Et donc, c'est un projet qui a été pensé physiquement. Cependant, bien que le projet soit pensé physiquement, il fallait quand même se rendre à l'évidence que ce projet ne pouvait pas être réalisé. Ne pouvait pas être réalisé pour les raisons que j'ai données, c'est-à-dire que le récit, ou en tout cas l'évidence de l'exploitation comme problème social à dépasser ou à éviter, n'est pas susceptible de produire un consensus en soi. Un consensus politique comme un consensus social ou un consensus économique. Et donc, j'en ai fait du coup un projet plutôt imaginaire. C'est devenu un mémorial imaginaire et un mémorial, je dirais, ramené sur le terrain plutôt de la fiction. Donc, ce mémorial est désormais une chose qui se construit virtuellement, qui se construit petit à petit. J'ai l'habitude d'appeler ça même carrément une sorte d'archéologie d'une fiction. C'est-à-dire que autant on rassemble des pièces archéologiques au fur et à mesure des fouilles ou de la recherche sur le terrain, autant les pièces constitutives de ce mémorial sont aussi rassemblées petit à petit, enfin au fur et à mesure, si vous voulez, de la réflexion et de la confrontation avec le sujet. Alors, ce mémorial est par ailleurs composé d'éléments thématiques. C'est-à-dire là, je parlais plutôt des espaces physiques, donc, qui supposent l'architecture qu'on peut voir donc, sur ces images. Mais au-delà de la question architecturale et de la question physique, de la question géographique et de l'histoire de l'espace où ce projet est projeté, il est question aussi quand même de savoir de quoi est fait ce mémorial. En tout cas, qu'est-ce qui garnit cet espace? Qu'est-ce qui le nourrit? Qu'est-ce qui en fait finalement un cadre, si vous voulez, pour réfléchir, pour méditer, pour se projeter, etc. Alors, pour ça, il s'agit fondamentalement il a été plutôt question fondamentalement d'aller à travers à la fois l'histoire, mais aussi l'actualité. Pour ce qui est de l'histoire, je dirais qu'il s'agit avant tout d'un projet visuel. C'est-à-dire qu'il m'a fallu, dans un premier temps, commencer à envisager des éléments plutôt qui soient visuels, qui rentrent, si vous voulez, qui soient des éléments plastiques, je dirais. Parce que la première phase du projet a été présentée en exposition à Paris à partir de novembre de l'année passée. Et donc, il s'agissait de présenter des pièces thématiques différentes les unes des autres. Il y avait une grande tapisserie. On peut voir, je pense, sur une page, sur la page suivante. Est-ce qu'on peut passer encore?
Donc, il y avait des éléments comme ça, et qui sont donc des thèmes censés garnir le mémorial. Il y a, en dehors de cette tapisserie, qui est une tapisserie enfin, qui est sur le thème de la cartographie, mais c'est la cartographie de quelque chose d'imaginaire, sur lequel je ne vais pas revenir plus longtemps, faute de temps. Mais il y a également d'autres éléments, des éléments plutôt d'art digital, des éléments de musique, parce que ce mémorial a été conçu aussi comme un travail, si vous voulez, d'art total. D'art total en ce sens que, à travers ce projet, je voulais faire le tour de différentes disciplines artistiques, l'installation, la sculpture, la musique. En ce moment, on est en train de travailler sur un projet de symphonie qui, avec de l'intelligence artificielle et des enregistrements sonores détenus par notamment le musée de Terre-Brûlée. On travaille également sur des projets d'édition, sur des projets de performance, etc. Et je dis on parce que justement, avec ce mémorial, il m'est venu, enfin, il s'est avéré, je dirais, que je ne pouvais pas le porter tout seul, quand bien même c'était considéré comme un projet artistique individuel. Alors, en parlant donc de projets thématiques, et pour revenir finalement au thème de ce séminaire, je dirais la SAP est venue dans ce projet à la fois d'un point de vue historique, mais également d'un point de vue que je qualifierais oui, je dirais d'actualité, parce qu'il faut reconnaître que la question de la SAP à Kinshasa est de l'ordre de l'actualité. En tout cas, dans ce que enfin, dans la manière dont ce phénomène est abordé a priori, en tout cas abordé la plupart du temps. C'est-à-dire que ça fait principalement partie des espèces de phénomènes sociaux auxquels on s'attend de manière, si vous voulez, permanente lorsqu'on vient à Kinshasa ou lorsqu'on est dans la ville. Avec le risque, justement, de glisser vers le folklore. Cependant, en ce qui me concerne, en 2010, alors que j'effectuais une recherche sur plutôt un projet littéraire, j'avais rencontré un groupe de sapeurs. C'était très important d'entendre tout à l'heure Scatterway qui parlait justement de japonais, parce qu'il s'agissait de sapeurs de cette mouvance-là, en tout cas de ce groupe de japonais. Et ceci m'avait... déjà, c'est vrai que les sapeurs font forte impression, en tout cas, ce sont dans la parade, dans la démonstration, comme ils le disent souvent. Mais moi, ce qui avait attiré mon attention, c'était davantage que tous réclamaient leur artisticité ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'ils se posaient d'emblée comme des artistes. Pour moi, évidemment, il était dès lors question de définir en quoi des personnes produisant ce type d'expression pouvaient être considérées comme des artistes à part entière. Et à ce moment-là, moi, je travaillais sur des projets à la fois de curation, mais également sur des projets de fiction explorant tout type d'expression, d'expression affirmée, d'expression, si vous voulez, même prétentieuse. La question étant par ailleurs, au bout du compte, je dirais, d'en venir à défendre, ou en tout cas à produire un argumentaire qui porte cette prétention-là.
Alors, il se trouve que la SAP, comme on l'a dit dans les interventions précédentes, est un phénomène social, il est vrai, mais dont l'histoire est fondamentalement liée à la colonisation de ce pays. La colonisation n'étant pas, contrairement à ce qu'on a tendance ce à quoi on a tendance souvent à s'arrêter, qu'une question politique. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on aborde la question coloniale, on est fondamentalement dans des considérations politiques, dans des considérations de structuration, dans des considérations de conquête d'espace et de leur structuration politique, administrative, etc. Alors que la colonisation, elle a été avant tout une campagne économique. Et qui dit campagne économique dit production. C'est-à-dire que l'histoire, finalement, de nos pays comme le Congo, en tout cas, les pays qui ont été colonisés, est une histoire, et cela nous ramène justement à ce mémorial de l'exploitation, c'est une histoire d'exploitation économique. D'exploitation économique avant d'être une histoire de construction politique. Et il se trouve que lorsqu'on parle d'exploitation économique, dans un contexte comme celui-là, encore une fois, on va s'arrêter avant tout sur la conquête des espaces, c'est-à-dire sur la considération de l'espace comme lieu principal de production. Parce que c'est l'espace, c'est la terre, cela même est souvent dit et redit dans l'histoire du Congo, où l'on pose d'emblée une délimitation des domaines, c'est-à-dire on pose le domaine d'exploitation royale, de la couronne, le domaine d'exploitation, etc. Donc on se focalise sur les espaces, alors que les espaces ne s'exploitent pas tout seuls. C'est-à-dire que au-delà de la question des espaces, il faut poser la question des corps. Il y a eu, on le sait, on revient dessus très longtemps, dans l'histoire, si vous voulez, de la Constitution, notamment du capital, tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans son exubérance et dans ses fortes accumulations. L'esclavage, notamment. L'esclavage, c'est-à-dire où des corps sont assignés pour exploiter des terres et pour produire de la richesse. Et le problème avec l'histoire de la colonisation, c'est qu'à partir du moment que on s'est posé la question de la terre, la question de l'espace à conquérir et à administrer, à organiser, on a cessé de se poser la question du corps qui devait justement, dans ces espaces-là, exploiter la terre et produire sur ces terres-là. Et fondamentalement, c'est ça qui s'est passé au Congo. Lorsqu'on revisite l'histoire de toutes les révoltes qu'il y a eu au Congo, que ce soit la révolte des Péndés, que ce soit, enfin, même beaucoup plus longtemps, en fait, c'est ce qui est le plus intéressant, les révoltes d'ouvriers, les massacres d'ouvriers qu'il y a eu souvent dans le contexte même urbain, surtout au Katanga. Il y en a une des plus documentée qui s'est passée dans un stade, quasiment. C'est qu'il s'agissait à chaque fois de corps qui étaient à bout de ces systèmes d'exploitation et qui disaient non. Il y a même en littérature congolaise, justement, un livre assez important qui s'appelle Faire médicament, de Paul Lomaveti-Bava, je pense qu'il est un ouvrage assez important sur lequel il faut revenir pour le contexte colonial, ou même son roman Ambongo, où il est encore une fois question de détresse d'ouvriers. Et donc, la question du corps a été centrale, bien que souvent peu documentée, souvent peu abordée politiquement, peu abordée intellectuellement, du fait de la considération, je dirais, fondamentalement, pour plutôt le politique et la structuration. Et donc,
pour moi, les sapeurs, c'est avant tout des personnes que j'ai voulu situer justement sur le plan du corps, sur le plan de l'histoire des corps dans la colonisation et dans finalement toute cette saga de l'exploitation des pays issus de la colonisation. Et le corps, on dit souvent de la SAP que c'est la religion du tissu, mais déjà le fait de poser cela comme une religion en dit long sur si vous voulez, la profondeur du sujet, sur la profondeur de la question. Et le tissu dont il est question, c'est un tissu qui est porté par le corps. C'est un tissu qui vient magnifier le corps, qui vient le sortir justement de cette longue histoire à la fois d'esclavage, de négation et de mise à la poubelle même de la colonisation et des exploitations ultérieures. Parce qu'il faut reconnaître que tout cela continue encore aujourd'hui dans certaines régions de ce pays. Parfois, des vidéos circulent dans des usines de production de minerais dans l'est du pays, où des personnes sont quasiment en situation d'esclavage pour produire du cobalt, pour produire de l'or, pour produire du bois, pour produire je ne sais quoi d'autre. Mais également, même dans des espaces relativement organisés, on a vu des prises de tête souvent entre les autorités congolaises, par exemple, et des investisseurs dans le secteur minier, sur la question justement des conditions de travail, des conditions d'ouvriers, etc. Et donc, il y a une histoire importante du corps dans cet espace qui, justement, ramène à voir autrement la SAP et les prétentions, les exubérances, les flamboyances, les impertinences même des personnes qui s'engagent dans ce mouvement-là et qui tous, au fond, ne sont pas forcément dans des corporations comme pour les Japonais ou comme pour les Italiens, etc., selon les marques de vêtements. Il y a beaucoup d'autres sapeurs pour qui c'est juste un principe que, évidemment, c'est-à-dire que cette culture, si vous voulez, de la SAP a suffisamment imprégné les gens, rencontrant justement l'histoire ou les histoires qu'ils ont pu avoir, soit avec leur propre corps, soit avec les corps d'autres personnes au sein de leur famille. Ça peut être que vous avez vu vos frères, vos cousins, vos grands-parents, vos parents, dans cette situation justement d'assignation du corps au travail. Et je pense que cela, il est question que je parle de la série télé sur laquelle je travaillais, mais je pense que je vais m'arrêter à ces grandes considérations simplement en disant que justement, c'est en partant si vous voulez, de cette exploration de l'histoire du corps que finalement j'ai commencé à construire ce récit pour une série télé assez différente finalement, ou en tout cas qui pose les choses au-delà du folklore habituel et de la performance comme on peut les voir actuellement au sein de nos sociétés. Je vous remercie.